Bonjour à toutes et bienvenue dans cette 6e édition de l'entrevue pétillante. Bonjour Anne-Claire. Bonjour Thérèse, bonjour à toutes. Alors comme vous le savez, nous nous retrouvons maintenant tous les 15 jours pour parler avec Anne-Claire de différents sujets avec vous. Nous en sommes déjà à la 6e chronique. Et cette fois-ci, ça va être un peu particulier puisque nous allons répondre à vos questions. Donc, nous avons mis une boîte à questions sur Instagram, mais une boîte à questions sur un sujet un petit peu précis qui était sur le mariage et un petit peu les peurs liées au mariage pour les personnes qui ne se sont peut-être pas encore engagées dedans et qui se posent, les célibataires qui se posent des questions par rapport au mariage, à l'engagement, à leur futur mari. Donc, on a regroupé vos questions les plus intéressantes et on va essayer d'y répondre toutes les deux aujourd'hui. Comme d'habitude, juste avant de commencer, je vous rappelle que dans la barre d'infos, en dessous de cette vidéo, vous trouverez donc les liens vers le magazine Brin de Peps qui a été créé par Anne-Claire, les liens vers les différents réseaux sociaux de Femmes à part. Et puis, si vous voulez mieux connaître Anne-Claire, eh bien, je vous conseille d'écouter l'entretien que nous avons publié le 6 février sur cette chaîne et puis tous les 5 éditions précédentes des entrevues pétillantes. Nous essayons toujours de faire des chroniques qui durent à peu près 15-20 minutes. Le but, c'est de faire des formats un peu plus courts que ce que je fais moi d'habitude sur la chaîne. Et comme ça, vous avez nos deux points de vue, nos deux visions des choses. Et voilà, pour compléter un peu ce qui a déjà été dit sur cette chaîne ou alors dans des articles du blog. Alors, pour commencer, une des questions qui est revenue, c'était justement quelles questions se poser quand on fréquente, enfin, il y a deux choses. Quelles questions se poser quand on fréquente quelqu'un et éventuellement, ou qu'on a quelqu'un en vue, quoi, et éventuellement, quelles questions poser à la personne. C'est-à-dire, moi, qu'est-ce que je peux me dire pour un peu checklist, vérifier que je ne m'embarque pas dans n'importe quoi, que je réfléchis bien, que je ne me laisse pas entraîner par la passion, les émotions, mais que je reste assez objective et les pieds sur terre. Et éventuellement, si on commence à se fréquenter avec quelqu'un en vue de se fiancer et de se marier, eh bien, quelles questions poser à l'autre pour être sûr un petit peu de bien border les choses et de ne pas s'engager dans n'importe quoi. Oui, alors on a répondu un tout petit peu à cette question-là dans le podcast précédent. Et pour les questions à poser à l'autre et à se poser mutuellement, je dirais, ça c'est des questions très très importantes et il ne faut pas en oublier. Et par rapport à ça, justement, j'ai créé un outil dans la boutique de Brin de Peps. C'est un questionnaire à se poser avant le mariage avec à peu près 80 questions. Très importante. Il y a certaines questions où on se dit bah non mais là c'est logique qu'il va avoir la même position, on est pareil sur ce point de vue là, etc. Mais en fonction de son passé et de votre passé, quelquefois on a des surprises, donc c'est bien de se les poser quand même. Voilà, et cet outil là est très intéressant, donc Thérèse mettra en barre d'infos le lien. Oui, c'est gratuit, voilà. Évidemment, vous pouvez le télécharger gratuitement. Est-ce que c'est ce questionnaire là que toi tu avais fait pendant tes fiançailles ou pas du tout? Oui, tout à fait, mais sauf que là je l'ai remanié. J'ai remanié un petit peu les questions, je les ai travaillées avec d'autres personnes et je l'ai mis en page. J'ai fait un petit livret qui soit pétillant et joli en même temps. Oui, je me souviens que tu m'en avais parlé de ça et comme tu dis, il y a peut-être des questions où en fait vous vous dites non mais c'est évident, enfin je le connais, c'est sûr, on a le même point de vue ou je ne sais quoi. Et en fait, ne serait-ce que pour créer des occasions de discussion, parce que parfois Exactement. Voilà, on ne voit pas forcément les choses exactement de la même façon, ou comme tu dis, on n'a pas vécu la même chose dans nos familles, dans notre éducation, nos expériences, etc. Ça dépend de l'âge qu'on a aussi. Et c'est vrai que ça peut juste provoquer des discussions, aider les gens à se poser et à parler, quoi. Donc, ça permet de mieux se connaître. La communication est vraiment primordiale avant de s'engager. Donc, il faut aborder tous les sujets avant pour ne pas avoir trop de surprises après. Exactement. Anticiper au mieux. Une deuxième question qu'on a eue d'une lectrice, de quelqu'un qui me suit sur Instagram, c'était pas formulé comme une question, mais en gros c'était comment faire quand on a un peu une peur
qu'il y ait une certaine lassitude au bout de quelques années. Bon, je comprends la question, c'est-à-dire même si on se marie avec quelqu'un qu'on aime beaucoup et qui est bien pour nous, etc., on peut avoir peur qu'il y ait une certaine routine où on peut se dire, en fait, je vais rester avec la même personne, mais toute ma vie, quoi. Et je comprends que ça puisse aussi, même si c'est quelqu'un qu'on aime, qu'on a attendu, que je sais pas quoi, mais c'est vrai que je comprends que ça puisse faire un peu peur. Alors bon, t'es pas mariée depuis 50 ans non plus, mais tu as quand même des choses à nous apprendre sûrement et des pistes de réflexion. Alors qu'est-ce que tu répondrais à cette peur? Eh bien, j'avais la même peur, donc je trouve que c'est une très bonne question. Je me suis dit, on va pas se regarder dans le blanc des yeux au bout de 4-5 ans, ça y est, on a vécu ensemble, c'est bon, on n'a plus rien à se dire. Bon, il faut savoir qu'il y a le sentiment amoureux avant, et après, ça se transforme en amour, et c'est un engagement, voilà, une promesse qu'on se fait de s'aimer. Faut rien considérer de toute façon comme acquis. Chaque jour est une conquête pour l'un et pour l'autre. Donc il faut travailler ça toujours, donc pour éviter justement de tomber dans cette lassitude et dans cette routine. Mais on est tous les deux dans le même bateau. S'il y en a un qui se lasse, en général, l'autre aussi. Donc si on veut faire quelque chose, on fait quelque chose en général, on réagit. Et dans ces cas-là, il y a plein de choses à faire pour se rebooster un petit peu. Par exemple, prendre des jours de vacances rien que tous les deux. Soit juste aller au restaurant ou prendre un petit hôtel au bord de la mer ou en montagne ou faire une randonnée, enfin voilà, des trucs où on se détache complètement du quotidien et on part. Parler énormément, ça c'est très très important de dire ce qu'on ressent parce que chacun ça peut être une lassitude différente et pas pour les mêmes raisons. Donc c'est bien de savoir ce que l'autre il ressent et ce qu'on a envie de faire comme projet tous les deux pour changer les choses. Et je conseillerais le petit livret Une pause s'impose qui est sur ma boutique, où dedans, voilà, on se pose justement avec son mari, son fiancé, pour réfléchir à tous les points, comment chacun voit les choses. Et après avoir fait ça, la communication, etc., on est reboosté et c'est reparti pour un tour, quoi. Oui, j'allais dire, faut vraiment, comme tu dis, faut pas se voiler la face en se disant non mais c'est bon, nous on s'aimera toujours et tout sera toujours tout rose, tout beau, etc. Faut pas non plus se laisser, faut pas avoir une peur irrationnelle non plus, mais voilà, faut être capable de bien, comment dire. Oui, de bien prendre les choses en compte, comme tu dis, de bien communiquer et d'être capable de faire des efforts quand il faut faire des efforts ou sortir de la routine. Et sortir de la routine, ça ne veut pas forcément dire faire des choses extraordinaires, partir en lune de miel sur une île déserte, comme tu l'as dit, quoi. Ça peut être juste déjà ne pas avoir les enfants pendant une soirée, partir se balader à un endroit où on ne va pas d'habitude. Enfin voilà, il y a plein de petites solutions, donc c'est normal d'avoir cette peur de la lassitude. Et c'est normal aussi d'avoir un jour une petite lassitude, c'est normal et c'est pas grave, on peut surpasser ça. Et surtout, voilà, bien faire la différence entre le sentiment amoureux et l'amour. Et voilà, c'est normal qu'au bout d'un moment, il n'y ait plus peut-être les papillons dans le ventre ou je ne sais quoi. Voilà. Mais ça ne veut pas dire que l'amour n'est plus là ou que l'amour est parti. Même mieux après, c'est plus renforcé. Voilà, exactement. C'est pas du tout la même chose. Alors, autre sujet qu'on nous a demandé d'aborder, c'était une personne qui nous disait elle dit, ah, c'est peut-être bête, mais j'ai un peu peur d'utiliser le salaire de mon mari, je me sens gênée. Donc, j'imagine que c'est une personne qui envisage de rester mère au foyer, donc de ne pas travailler et que ça soit le mari qui rapporte de quoi nourrir la famille, avec son salaire. Et donc, cette jeune femme disait qu'elle se sentait gênée de devoir en gros utiliser l'argent gagné par son mari pour alors j'imagine que c'était pas non plus pour s'acheter des habits toutes les 2 minutes ou je sais pas quoi, mais voilà, d'utiliser de l'argent pour faire les courses, pour acheter des vêtements pour les enfants, des livres, enfin j'en sais rien, mais voilà. Est-ce que toi c'est quelque chose qui t'avait gêné ou qui te gêne maintenant, ou qu'est-ce que tu pourrais répondre aussi? Pas du tout, et je répondrais si vous saviez, comme pour lui c'est une fierté de proposer, en fait son travail c'est faire vivre sa famille et c'est le but de sa vie, c'est nourrir et travailler pour faire vivre sa famille. Donc lui c'est une fierté et si on refuse d'utiliser cet argent pour la famille, il serait bien malheureux je pense. Après il faut en discuter avec lui.
voir comment il voit les choses et est-ce que ça le gêne ou si c'est juste de votre côté. Et ça dépend aussi comment on le dépense. Est-ce que c'est que pour soi ou est-ce que c'est pour justement la famille, pour la nourriture, pour les enfants, pour les sorties pour vous deux, voilà. Ça dépend pourquoi c'est fait. Mais ça, c'est une gestion financière, c'est un budget. On peut faire un budget rien que pour nous, la femme, un budget rien que pour la nourriture. Après, ça dépend, c'est à vous de voir comment on gère cet argent-là. Mais cet argent, c'est la fierté du mari, c'est son travail, c'est pour faire vivre la famille. Donc, c'est l'argent de la famille. Voilà. D'ailleurs, si ça vous intéresse qu'on fasse peut-être, j'y pense en t'écoutant parce que je me dis que j'ai énormément de questions sur Telegram en ce moment sur le budget, en fait. Comment gérer son budget, comment faire, comment y arriver. Il y a plein de situations différentes, de célibataires, de couples, etc. Et si ça vous intéresse, peut-être qu'avec Anne-Claire, on vous fasse une entrevue pétillante vraiment sur le budget, la gestion au quotidien, etc. Oui. Voilà, vous nous direz, ça peut être intéressant qu'on vous donne nos petites astuces, savoir nous comment on fait, sachant qu'on a toutes les deux des situations différentes, mais voilà, apporter nos petites astuces. Et je voulais rajouter. Oui, ça ne m'étonne pas. C'est pour ça que je le propose. À tous les coups, Anne-Claire, elle aura plein de trucs à dire. Donc, très bien. Si ça vous intéresse, dites-le nous en commentaire et on fera sûrement une entrevue là-dessus. Et qu'est-ce que je voulais rajouter je complète ce que tu disais, mais tu as dit ça dépend de ce que vous faites de l'argent. C'est sûr que si vous dilapidez le salaire de votre mari juste pour vous acheter des crèmes anti-rides, une robe différente chaque jour et pour avoir 150 paires de chaussures, oui, c'est sûr, c'est limite, j'allais dire, c'est pas respectueux de son travail. Après, sauf si effectivement, s'il est millionnaire, bon. Sauf si c'est les robes de femme à part, ça on a le droit. Voilà. mais voyez, je trouve que donc déjà ça dépend de comment on utilise l'argent. Et deuxième point que je voulais compléter, j'avais déjà entendu un ami me dire ça justement, qu'en fait la femme à sa manière, elle participe entièrement. Enfin, bien sûr, concrètement, c'est le nom du mari qui est sur la fiche de paye et concrètement, c'est lui qui va travailler tous les jours. Mais en fait, la femme, à sa mesure à elle, c'est elle qui permet que l'homme, tu vois, si par exemple, tu t'occupais pas des enfants, ton mari, il pourrait pas aller travailler, enfin, il va pas prendre tes 2 enfants sous le bras et aller travailler avec, ça serait pas possible. Donc, c'est toi aussi qui crée les conditions pour lui permettre de bien travailler, de pas être trop fatigué de son travail, je sais pas, d'être bien accueilli quand il rentre à la maison, dans une maison propre, tu t'es occupé des enfants, des repas, etc. Et en fait, à notre manière, on contribue, mais vraiment de façon directe à l'obtention de ce salaire finalement. Donc moi, je trouve que si ça peut vous aider à voir les choses aussi différemment et de pas être gêné et de voilà. Après, encore une fois, si vous dilapidez la fortune, que vous faites rien et que vous méprisez son travail et que vous êtes méchante avec lui quand il rentre, c'est sûr que là, vous y contribuez peut-être pas trop. Mais c'est vrai que sinon, il faut vraiment le voir comme chacun a son poste. Mais du coup, on se complète bien et l'un sans l'autre, en fait, c'est pas possible. Enfin, c'est ça, le mariage, c'est la complémentarité aussi. Donc, voilà ce que je voulais ajouter. Alors, qu'est-ce qu'on a eu d'autre comme question ? Ça, c'est sûr que ça revient souvent. C'est les femmes qui ont peur de tomber sur des pervers narcissiques. Alors, on peut en parler aussi. J'élargis un petit peu la question de façon plus générale, parce que pervers narcissique, c'est quand même une catégorie, enfin, je vais dire maladie, mais c'est peut-être trop fort, mais voilà, c'est quand même quelque chose d'assez particulier. Mais de façon plus générale, on peut avoir peur. On a tous déjà entendu des histoires dans notre entourage ou autre de garçons. Ça peut se présenter dans l'autre sens aussi, mais là, aujourd'hui, on répond à des questions de femmes. Donc, on peut tomber aussi sur une femme qui est pas bonne, qui est mauvaise, mais voilà, on peut aussi tomber sur un homme qui a l'air génial, très bien, tout le monde l'apprécie. Et en fait, on se rend compte après, il avait une grosse addiction à la pornographie, à l'alcool, aux jeux de je sais pas quoi, qu'on n'avait pas su ou pas vu avant de se marier, ou il est dépressif et on l'avait pas vu. Et ou alors, on peut aussi tomber sur un pervers narcissique. Mais en gros, comment faire pour on n'est jamais sûr à 100%, mais comment faire pour essayer de ne pas tomber dans certains pièges ou détecter peut-être s'il n'y a pas un problème derrière tel homme qui a par ailleurs beaucoup de qualités et qui présente bien. Alors, le mieux déjà, c'est d'avoir une profonde amitié avec la personne avant de s'engager. Et
si on est engagé de faire, je reviens au questionnaire, là, l'outil de BrainPeps, de vraiment poser toutes les questions pour bien approfondir tous les sujets, et également écouter l'entourage, à la fois son propre entourage, qu'il puisse donner son avis sur la personne qu'on envisage d'épouser, et aussi l'entourage du futur pour savoir ce qu'ils ont à dire. Tout est bon à prendre. Après, c'est à vous de faire le tri, de voir, mais il faut écouter surtout les personnes qui vous connaissent bien. Il y a beaucoup de personnes qui se sont braquées parce que leur famille ne voulait pas, mais bon, ils étaient fous amoureux, ils étaient sûrs d'eux. Mais au final, la famille avait assez souvent raison. Donc, il faut au moins écouter ce que les autres ont à dire. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que ce genre de maladie, on va dire, ou de blessures, ce sont des très grosses blessures énormes, souvent de leur enfance, par leurs parents, par exemple. Si les parents ne sont pas très, très équilibrés ou voilà, s'il y a un problème de ce côté-là, on peut éventuellement pouvoir se poser la question s'il n'y a pas un manque affectif qui est déréglé. Voilà. Donc, se poser ce genre de questions et écouter vraiment ce que disent les autres. Et j'allais dire, pour compléter ce que tu dis, il y a à la fois écouter ce que les autres ont à dire sur cette personne, et il y a aussi observer comment la personne agit dans son entourage familier. C'est-à-dire que c'est pas la même chose d'être seule en tête-à-tête avec lui en train de boire un café, et c'est pas la même chose de voir comment il traite sa maman, comment il traite son père, comment il traite sa sœur. Enfin voilà, ça permet aussi, c'est normal que devant vous, la personne a priori se présente sous son meilleur jour, et c'est normal, on essaye tous de bien paraître, mais ce qui ne veut pas dire qu'on est hypocrite ou mauvais ou quoi que ce soit, hein, mais c'est juste que c'est normal devant la personne qu'on essaye de conquérir, on essaye de faire un effort et d'apparaître sous son meilleur jour, mais ça peut être intéressant de voir en famille, par exemple. C'est normal, on va être un peu plus au naturel, et c'est là peut-être, ne serait-ce que, alors sans tomber sur des personnalités perverses ou je sais pas quoi, mais c'est là qu'on peut peut-être un peu plus deviner le tempérament, par exemple, ou de se dire, tiens, dans sa famille, ça fonctionne comme ça. Exactement, ou se dire, tiens, en fait, j'avais pas remarqué, mais il s'impatiente beaucoup, ou je sais pas quoi, ou il est plutôt colérique, alors qu'avec vous, évidemment, ça n'a jamais eu l'occasion de se présenter, on va dire, si vous êtes au début d'une relation. Et voilà, ça peut être intéressant de voir comment il est avec ses amis ou autre. Voilà. Et puis pour les pervers narcissiques, je pense qu'il existe pas mal de ressources sur Internet pour justement apprendre un peu à les démasquer, à y faire attention. C'est vrai que ça pourrait être un sujet à part entière, mais bon. En général, quand on a peur de ça, c'est soit ça nous est déjà arrivé et on retombe rarement 3 fois de suite, soit comme on en a peur, on fait super attention et on évite ce genre de cas. Exactement. Donc oui, écoutez. Et puis bon, après, ce qui est un peu compliqué dans ce sujet-là, je trouve, c'est que à la fois, il faut écouter l'entourage, mais bon, parfois, l'entourage n'est pas de bon conseil. Enfin, il y en a qui veulent juste casser des couples aussi. Oui, voilà. Donc, en fait, c'est tout proportion gardée. Ce qu'on vous dit, c'est vraiment de savoir quand même écouter, parce que même si votre entourage vous met un peu les bâtons dans les roues ou exagère, il y a quand même souvent un fond de vrai. Donc, même si vous, par exemple, vous pensez que, je sais pas, votre entourage dénonce un des traits de caractère, ou dit, mais non, il est trop comme ci, trop comme ça, à mon avis, ils n'ont pas 100% tort. Mais à vous de voir, est-ce que ça vous empêche de vivre avec tel type de caractère ou de personnalité, ou est-ce que, non, j'ai bien conscience, mais je décide quand même de m'engager. Bon, il y a ça à voir aussi. Et dernière question, parce que là, on en est presque à 20 minutes. Il y avait une question notamment sur la peur deux questions un peu sur le choix. Il y a à la fois la peur de mal choisir et le fait qu'il y ait peu de choix, parce que c'est vrai que quand on est catholique, pratiquant, etc., et qu'on met la foi en premier, c'est vrai qu'il n'y a pas énormément d'hommes qui restent. Et puis ensuite, il y a quand même une histoire de compatibilité. Donc, comment faire pour un peu surmonter cette peur par rapport au choix? Alors, je dirais déjà que le but de notre vie, c'est pas forcément de se marier, c'est de faire la volonté de Dieu à l'instant présent. Donc, faut pas attendre demain pour être heureux en se disant je serai heureux quand je serai marié. Non, donc même s'il n'y a pas de choix pour l'instant de ce que vous voyez, il n'y a pas un mari qui est fait pour vous. Voilà, c'est à vous de choisir. Alors, on peut effectivement élargir son cercle d'amis. Trouver des occasions pour voir plus de monde et surtout laisser sa chance aux gars qu'on connaît déjà, même s'il n'y a pas beaucoup de personnes. Je connais beaucoup d'amis qui, à première vue,
on dit ah non mais surtout pas celui-là, c'est un gros boulet, jamais de la vie. Et le gars en question lui a proposé plusieurs fois de suite et elle a dit non, non, non. Et maintenant ils sont mariés et ils ont 4 enfants et ça va très très bien. J'en connais d'autres aussi. J'ai énormément de cas comme ça. C'est surtout pas lui. Et au final, voilà, ils ont laissé la chance et voilà, ne jamais dire jamais, essayer de connaître. Moi, j'en connais une qui a fait ça à son premier rendez-vous. C'est ça. Premier et deuxième, c'est pas ça du tout, ce sera jamais. Pour celles qui n'ont pas suivi et qui veulent écouter le récit de la rencontre d'Anne-Claire avec son mari, et ben écoutez, vous filez écouter le podcast précédent. L'homme parfait n'a pas été toujours parfait. Voilà. Donc vous pouvez écouter les autres épisodes. Anne-Claire a toujours plein d'anecdotes à raconter, c'est ça qui est génial et ça illustre bien nos propos. Donc oui, c'est vrai que c'est pas toujours, ça peut donner l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de monde, etc., ou qu'on va rester seul. Mais je pense qu'en fait, si la volonté de Dieu, c'est vraiment qu'on se marie, il se débrouillera pour vous trouver un mari, entre guillemets. Et sinon, comme ça rejoint un peu ce qu'on disait dans d'autres podcasts, mais le fait de pas attendre d'être en couple pour être heureuse, mais aussi de s'épanouir par soi-même. Ça rejoint ce qu'on disait sur les activités aussi dans le dernier podcast. C'est aussi le fait de s'occuper et être capable de déjà se donner avant même de se donner dans des activités, du bénévolat ou autre, avant de se marier, tout simplement. Tu voulais ajouter quelque chose ? Oui, juste ne pas se dire, lui, c'est le moins pire, allez, je vais le prendre parce que de toute façon, il n'y en a pas d'autres. Non, parce qu'après, ça, c'est toute une vie et si on ne le choisit pas bien, on peut être malheureuse toute la vie. Donc, le mieux, c'est d'être heureuse tout de suite et de faire le mieux possible pour être épanouie et travailler sur nos propres blessures pour éviter de les travailler après le mariage parce que c'est plus compliqué. Et puis, le bon Dieu vous donnera la personne qui vous convient. Pas celle qu'on croit. L'ange gardien aussi. Oui, ça c'est vrai. C'est la différence entre la personne qui lui convient et celle qu'on voudrait ou l'image qu'on s'en fait. On en a un peu parlé dans l'entrevue là sur l'homme parfait, comment trouver l'homme parfait. Donc je vous laisse vous y référer aussi. Mais voilà, c'est sûr qu'il faut voir les choses avec équilibre et confiance aussi. Voilà. Est-ce que tu avais un mot pour conclure ou est-ce qu'on s'arrête ici et voilà. Je trouve que ton mot de la fin là sur la confiance est très très bien. Et ben alors on s'arrête ici, ça fait déjà 22 minutes à peu près qu'on parle, donc on va vous laisser. Merci à toutes de nous avoir écoutés jusqu'au bout et on vous dit à très bientôt pour une nouvelle entrevue pétillante. À bientôt.